dernière fois, c'était au mois d'octobre 2020. Et j'avais fait celui-là, enfin, il faut que je revienne sur celui-là, la grande mystification, mimétisme, polymorphisme du phénomène OVNI, petit 1. Les excellents livres. Mais là, je vais aller sur le petit 2. Enfin, petit 2. Grand 2. Des forces intelligentes inconnues. Hein. Pour ceux qui ont passé de là, c'est des pures bombes. Parce que vous apprenez tellement de choses. Disparition de train, transformation de train, d'avion, ils font ce qu'ils veulent. C'est un truc de dingue. Des bateaux, des voitures, bon bref. Et Jean Sidel a fait du très très grand boulot. Là, je vais me pencher sur le 2. C'est pour ça que j'ai fait exprès derrière. On y va ici. Et top secret, les rencontres au-dessus de l'océan Arctique. Hein, les ovnis. Là, je vais me pencher sur la page 19, les observations, c'est-à-dire objets aquatiques non identifiés, observations en mer. Alors, il y en a un qui dit, c'est Sanderson, il dit, ce qui se passe réellement sur les océans et même les mers périphériques nous est parfaitement inconnu et nous savons encore moins ce qui se passe dedans. De toute façon, dans Alien Theory, ils avaient déjà fait une émission comme ça, hein, ce qui se passe dans le fond de la mer, ça doit être monstrueux, il doit y avoir des débats, c'est tout ça, hein, j'en suis sûr et certain. C'est là qu'il y a plus d'observations d'OVNI hein, dans le monde, hein. C'est sous les océans et au-dessus des océans, hein. C'est pas que dans les cieux. C'est même encore plus que les intraterrestres sous terre. Hein. Je crois que dans les océans, c'est pire parce que c'est plus vaste, hein, forcément. Alors là, je vais vous lire. Alors, les témoignages en mer. Alors, je vais commencer tout de suite et c'est très, très intéressant. Vous allez voir. Alors, à la fin, je sais pas comment je vais faire. Je vais trouver des images. Bon, au moins, ce sera peut-être des trucs d'illustration, des trucs inventés, mais j'essaie de blader le truc. Déjà, je vais remettre le livre. La pochette du livre derrière, ça, vous allez voir. C'est bon, bref, écoutez bien parce que c'est très intéressant. Témoignages en mer. On parle toujours des cieux ou intraterrestres, mais on parle jamais trop, je trouve, des OSNI, c'est-à-dire objets sous-marins non identifiés, ou OANI, objets aquatiques non identifiés, comme celui derrière en Russie. Je trouve que c'est fascinant aussi. C'est parti, témoignage en mer. Bien avant qu'on ne parle d'OVNI et d'OANI, quelques observations pouvant entrer. Alors écoutez bien parce qu'il y a des dates, c'est monstrueux, 1845. Hein. Quelques observations pouvant entrer dans ce chapitre ont été faites, voici les plus spectaculaires. Objets volants submersibles. Écoutez bien. L'observation s'est située à 900 miles à l'est d'Adalia, Asie mineure, en 1845. Oh, c'est-à-dire 100 ans avant Roswell. 102 ans d'ailleurs. On va dire que c'est pas nouveau. Hein. Et je suis sûr que c'était même alors bien avant peut-être les extraterrestres qui étaient déjà allés savoir. Bon, 3 corps lumineux ont été vus sortant des flots à environ un demi-miles du vaisseau Victoria. 3 corps lumineux. 1845, hein, je rappelle. Ils ont été visibles pendant environ 10 minutes. Ce phénomène a été aussi observé de différents points de la côte. Un témoin de Mont Lebanon a écrit ce qu'il a vu dans une lettre au fameux professeur Baden-Powell. Il n'a décrit que 2 corps gros comme 5 fois la taille de la Lune qui ont été visibles durant 1 heure. Nous nous demandons comment un rationaliste borné peut expliquer ce phénomène sans avoir recours à une version loufoque. Alors déjà, commence fort. Roue sous-marine à rayons. C'est un autre cas de roue lumineuse située par Charles Fort. Il a été rapporté à l'amirauté britannique par le capitaine Evans, un hydrographe de la Royal Navy. Le témoin se trouve à bord du HMS Vulture. Et c'est en fait son pacha, le commandant J.E. Pringle, qui a vu et décrit le phénomène au capitaine Evans. Écoutez bien la date aussi, hein, on n'est toujours pas en 1900. Hein. Le navire voguait dans le golfe Persique le 15 mai 1879. À une altitude nord de 26, bon bref, et une longitude est de 53,11 résumé. Vers 21h40, le commandant Pringle aperçoit des ondes en pulsation lumineuse qui se déplacent à grande vitesse dans les flots, plus exactement sous l'eau. 1879, d'accord ? Qui se déplacent à grande vitesse dans les flots, plus exactement sous l'eau, ce qu'il précisa au capitaine Evans, car à un moment donné, elle passe sous le Vulture. Quand il regarde vers l'est, il voit l'apparence de ce qui est une roue qui tourne à partir de son centre et dont les rayons se illuminaient. C'est fascinant. Ensuite, il se tourne vers l'est
et distingue une roue identique mais qui tourne dans le sens opposé à la roue de l'Est. Alors là, ça commence fort. Hein. Il affirmera par la suite qu'il devait n'y avoir qu'une seule roue sous la mer et que la seconde était une hallucination due à un dédoublement du phénomène. Il ajouta ceci, la largeur des rayons était de 25 pieds, 7 mètres. Petit 2, les intervalles faisaient environ 100 pieds, 30 mètres. Petit 3, les rayons se déplaçaient à 134 km/h. Cette observation a duré 35 minutes, hein, quand même. Hein. Nous sommes en 1879, hein, que je rappelle quand même. Nous supposons que les dits intervalles étaient ceux entre chaque extrémité des rayons, ce qui indiquerait des faisceaux lumineux tronqués, particularité connue des certaines observations d'OVNI. Ajoutons que la traduction française du premier des 4 livres de Charles Fort comporte plusieurs erreurs dans la description de cet incident dans les suivants. Apparemment ce serait 40 mètres, 150 mètres et pour tourner c'est pas 134 km/h, ça serait 84 km/h. Mais bon, ça c'est pas. Comme quoi il est toujours plus prudent, du moins quand c'est possible, de se fier à la version originale ou la plus ancienne. Foudre en boule sous-marine. Écoutez bien, c'est très vieux aussi. Au large de Cap Race, Terre-Neuve, Canada. Une grande boule de feu a été vue sortant de la mer en 1887. Nous sommes toujours pas en 1900. Hein. Prétend que c'était la foudre en boule. Le phénomène s'est élevé à environ 5 mètres et s'est avancé contre le vent vers le vapeur sibérien. Avant de faire demi-tour, en plus, il fait demi-tour, et de s'éloigner. Hein. Son capitaine, M. Moore, a affirmé avoir vu ce genre de spectacle auparavant au même endroit. Le 12 novembre 1887, le Thunder and Lightning de Flammarion, hein, qui précise que la boule était gigantesque. Une foudre en boule qui serait sortie en mer. Cela voudrait dire que des orages électriques se formeraient dans les fonds marins, ridicule, quand on pense que la foudre en boule est encore un mystère pour la science actuelle. En plus, oui, ça je suis tout à fait d'accord. On mesure mieux le caractère farfelu de cette explication, nous dirons que c'est une probable fausse foudre globulaire. Mais de toute façon, il y a eu quelque chose, c'est sûr. Objet écailleux avec 2 feux. Dans le golfe de Guinée, à l'ouest de l'Afrique occidentale, en Atlantide. Oh, c'est pareil, c'est début 1900. Il y a plus de 100 ans. En Atlantique Sud, il a été enregistré un fait vraiment très surprenant le 28 octobre 1902. J'étais à peine né d'ailleurs. Vers 3h05 du matin. Le livre de bord du SS Fort Salisbury le détaille en gros comme ci-après. Cap plat nord, mer calme, ciel clair. La vigie observe un énorme objet sombre à plusieurs centaines de pieds à tribord. Sombre. L'homme appelle le second officier A.H. Reimer, qui monte sur le pont pour rejoindre la vigie et le timonier. Malgré l'obscurité, tous trois voient que l'objet fait environ 150 et 180 mètres de long. Une lumière se trouve à chaque extrémité, un mécanisme quelconque, ou peut-être des ailerons, fait des remous dans l'eau. En plus, Reimer, R-A-Y-M-E-R, qui n'a pas pensé à un navire retourné, le voit sombrer lentement. Sa partie supérieure n'était pas lisse, mais semblait écailleuse. Il dira plus tard que c'était un spectacle effrayant. Faut pas demander. Un navire retourné avec deux lumières, non, bien évidemment, d'autant qu'une coque écailleuse fait incongru dans le tableau. Un cétacé est aussi à écarter pour la même raison. Quant à un sous-marin, à l'époque, il n'y en avait pas encore un seul capable de se trouver dans le golfe de Guinée. D'ailleurs, il n'y a rien qui tient la route. Donc c'est forcément autre chose. Reste l'OANI, l'objet aquatique non identifié, autrement dit un objet inconnu équipé d'une énergie capable de fournir de la lumière. Après, je continue. Pénétration de la matière. Point d'interrogation. Cet incident a été rapporté dans une lettre de M. Douglas Carnegie de Blackheath et publié dans une revue scientifique en 1906. Le témoin se trouvait alors à bord d'un navire voguant dans le golfe d'Oman par une mer calme. Alors c'est toujours il y a plus de 100 ans, hein, c'est quand même hallucinant. Monsieur Carnegie aperçoit d'abord une nappe phosphorescente apparemment immobile. Puis à environ 20 mètres de cette nappe, des rayons de lumière aveuglante. Ils viennent frapper le navire à une vitesse prodigieuse, estimée entre 100 et 200 km/h. Les ondes ont 3 mètres d'écartement et les rayons semblent provenir des fonds marins. 1906. Il frappe la coque par le travers et le témoin remarque un autre bateau à proximité qui ne se brise pas leur trajectoire. Il a cru, précisait-il dans sa lettre, que ces rayons traversaient le navire voisin de part en part. Selon cette version, la pénétration de la matière n'est pas formelle, cependant on connaît
des cas de rayons émis par des ovnis qui ont montré cette apparente capacité, tel le cas de Tranca en Argentine le 21 octobre 1963. Le lecteur a noté la phosphorescence, signe récurrent de nombreuses apparitions paranormales citées dans le tome 1. Après, je vais lire le dernier, ça sera déjà pas mal. Soucoupe, point d'interrogation. Le 30 octobre 1906, encore une fois, à 16h30, par temps clair, le vapeur Saint-Andrew de la Phoenix Line traverse une pluie de météores à environ 600 miles du nord-est de Cap Race, Terre-Neuve, Canada. Je ne me trompe pas, ça doit être ça. Outre 3 météores vus jetés dans les flots dans le premier officier V.E. Spencer, ce dernier en aperçoit un quatrième énorme qui tombe en zigzag et fait entendre un sifflement de vapeur quand il touche l'eau à moins d'1 mile du bateau. C'est-à-dire 1,6 km, 1 mile. S'il avait frappé le navire, logiquement ça doit être toujours la même taille, 1,6 km, 1 mile, oui je pense que ça peut bouger. Celui-ci aurait été perdu corps, je ne sais pas par rapport au bateau, est-ce que c'est le même par rapport ouais. Celui-ci aurait été perdu corps et bien, dira plus tard le capitaine Fitzgerald quand son bateau arriva à Anvers. D'après lui, ce météore avait un mouvement de balancement au cours de sa chute et laissait une grande traînée rouge dans son sillage. Il devait faire plusieurs tonnes en forme de soucoupe et d'un diamètre de 3 à 4 mètres. Au moment de son entrée dans la mer, la vapeur et l'écume ont jailli à une hauteur d'environ 12 mètres, d'au moins 12 mètres. Et pendant un moment, on aurait dit un cratère de volcan. Nous ne garantissons pas que la terminologie en forme de soucoupe figure dans la version journal new-yorkais. Elle n'est pas de Sanderson non plus, puisqu'il cite une source intermédiaire. George Liverstone, dans Fate Magazine mars 1965, qui se réfère au journal. C'est probablement ce rédacteur qui a introduit une terminologie qui ne devait pas exister dans la version du quotidien new-yorkais de 1906. Bah oui, soucoupe volante, ça n'existait pas. Enfin, on disait pas ça. C'était Kenneth Arnold qu'on disait soucoupe volante, les premières en 1947, mais bon. Toutefois, descendre en zigzag est impossible pour un météore. Et c'est ce que je pensais depuis tout à l'heure. Surtout aussi volumineux, mais a parfois cité pour décrire une manière curieuse de se déplacer pour certains ovnis. Allez, autant finir avec celui-là. Rayon sous la mer, le 14 mars 1907. Le vapeur Delta se trouve dans le détroit de Malacca, entre Sumatra et la Malaisie. M.S.C. Patterson, commandant, aperçoit vers 2h du matin un phénomène qu'il a décrit plus tard dans une lettre adressée à une revue scientifique anglaise. La description du témoin se lit ainsi. 14 mars 1907. J'ai vu des rayons qui paraissaient se mouvoir de manière circulaire à partir d'un centre, comme les rayons d'une roue. Ils faisaient environ 300 pieds de long. Ce phénomène a duré à peu près une demi-heure, quand même. Et durant tout ce temps, le navire a parcouru de 6 à 7 miles. Énorme. Puis le phénomène a disparu. Ford ne dit pas si le phénomène se trouvait sous ou sur l'eau, mais il est probable qu'il devait être légèrement sous la surface. Voilà. Je lirai certainement d'autres choses plus tard, parce qu'il y a tellement à dire. Il y a aussi un alien souriant, silence dans les rangs, roue sous la mer, autour du radeau, cinéma muet, transformation journalistique, Oanis sur la mer, faux soleil plongeant, navire américain intéressé, soucoupe plongeante, truc plongeant, faisceau de lumière rétractable, il embarque 12 passagers, record battu, qu'est-ce que c'était, trou de 10 mètres d'épaisseur dans la banquise, ovni sous-marin, sphère colossale, etc. Je vais sûrement faire en plusieurs petits trucs, je mettrai petit 1, parce que ça va être très long. Et c'était très intéressant. Alors à la fin, je sais pas comment je vais faire, mais c'est pas grave, il n'y aura peut-être pas trop d'images. Ouais, je vais sûrement faire en 3-4 parties, 3 c'est sûr. Bon, on verra s'il n'y a pas trop d'images à la fin. Mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant d'écouter. Ouais, parce que ça va être dur à trouver ça. Voilà, c'était les observations aquatiques sous la mer, observations en mer, témoignages en mer. Et je coupe là, c'était petit. Il y aura sûrement un petit 2. Merci, à bientôt, à plus. Très intéressant celui, je vous dis, c'est très très intéressant. A plus.